Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Hugues Abriel. Je suis professeur de biochimie et de médecine moléculaire à l'Université de Berne en Suisse. Vous savez que je m'intéresse à la science faite par les scientifiques, jeunes scientifiques africains, francophones, et en général je me retrouve sur le continent. Aujourd'hui, malheureusement, je suis au milieu de la Suisse, à Zurich, sur le toit de l'École polytechnique fédérale, en compagnie du docteur Marc Yamba, que j'ai connu en fait à Kinshasa. Bonjour Marc. Bonjour Hugues, c'est un plaisir de te rencontrer à Zurich, après qu'on se soit vu plusieurs fois à Kinshasa. Exactement. Donc oui, voilà, Marc, maintenant tu es à Zurich, mais parle-nous un petit peu de qui tu es venant de Kinshasa ou de la RDC. Oui, je suis médecin de formation. J'ai fait mes études de médecine à l'université de Kinshasa. J'ai eu mon diplôme de médecine en l'année académique 2015-2016. Et à partir de ce moment, j'ai eu à commencer ma carrière professionnelle. Déjà comme médecin, clinicien. Mais j'ai eu, pendant que j'exerçais, où j'ai commencé à exercer la carrière clinique, j'avais l'envie de faire la médecine interne, déjà au départ. Et quand je suis allé déposer mon dossier pour la spécialisation en médecine interne, et la réponse était, bon ouais, cette année on ne recrute pas, il faut revenir après 2 ans. Et puis je me suis dit, ok, alors qu'est-ce que je fais en attendant les 2 ans? Et puis il fallait commencer à pratiquer cliniquement dans les centres privés ou publics, ainsi de suite. Mais ça, je n'ai pas fait beaucoup de temps en pratique clinique parce que mon professeur qui m'avait supervisé, ou qui avait supervisé mon mémoire de fin d'études en médecine, qui avait porté sur l'évaluation de la qualité des soins aux cliniques universitaires de Kinshasa, donc j'avais travaillé avec les professeurs Désiré Machinda de l'école de santé publique, m'avait alors contacté pour dire, mais est-ce que tu ne veux pas venir nous rejoindre dans le cadre d'un projet que nous sommes en train de mettre en œuvre avec l'OMS qui regarde la contraception. C'était une étude de terrain, un essai clinique sur l'adoption d'une méthode contraceptive. Donc quelqu'un de son équipe de recherche a quitté en fait pour sa formation et il avait besoin de quelqu'un d'autre. Et m'ayant encadré pour mon mémoire, il avait compris que j'avais aussi de l'envie pour la recherche. Et c'est comme ça que j'ai rejoint son équipe. Et on a commencé à travailler sur ce projet de recherche qui me permettait un peu de travailler sur terrain. Entre-temps, j'ai combiné la supervision, les bureaux, et ainsi de suite, les suivis et, avec les équipes, notamment de l'OMS, qui travaillaient sur ces projets-là. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai eu du goût pour la santé publique. J'ai obtenu par la suite une bourse pour ma formation dans un master en épidémiologie et One Health qui s'est déroulé entre la RDC et la Tanzanie, notamment à Mweka College of Wildlife Management and Tourism. Et j'ai passé du temps en Tanzanie pour mon master et à mon retour, je suis revenu à l'école de santé publique après ma formation et j'ai continué. Et peut-être j'ai oublié de signaler une parenthèse que j'ai été alors recruté officiellement comme assistant au département d'épidémiologie et biostatistique à l'école de santé publique en 2018. Et c'est à partir de cela que vraiment je me suis lancé, j'ai commencé à apprendre la recherche, à aimer la recherche, à m'impliquer, mais aussi à partager avec les apprenants, les étudiants. Et je trouvais à moi que c'était quelque chose que j'aimais bien faire, que j'aimais manipuler les données, comprendre les données et tirer l'information nécessaire des données et apprendre à la communiquer. En fait, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir qui était Marc quand il était jeune et comment est-ce que Marc Yamba, jeune, s'est dit je vais étudier la médecine. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Marc, étant très jeune, était un jeune studieux, mais aussi un peu
trop penché vers la littérature. J'ai eu la chance déjà dès les bas âges d'avoir des enseignants qui nous faisaient lire des romans intéressants, qui nous invitaient à réfléchir sur la littérature, et ainsi de suite. Donc j'ai fait mes études secondaires. J'étais vraiment intéressé à part les... À Kinshasa? Non, j'ai fait mes études scientifiques. Précisément la grande partie en Mbuji-Mayi à l'Institut Sainte-Thérèse. Et après, j'ai dû bouger vers Kinshasa pour mes études universitaires. Mais déjà, aux humanités, j'ai eu un professeur qui, lui, au moins chaque semaine, nous donnait un roman à lire et à présenter. Et cela nous a de plus en plus attirés vers la lecture de romans, à comprendre un peu. Donc, en dehors de tout ce qui est... école, tout ce qu'on faisait, mais j'aimais beaucoup la lecture et j'ai pu avoir la chance de lire plusieurs auteurs congolais, notamment Zamenga Batukezanga, notamment Vumbi Yoka, Modimbe, et ça m'a donné aussi beaucoup de goût vers la compréhension de la philosophie, mais aussi, pour cela, j'ai lu les livres de Placide Tempels qui parlent de la philosophie africaine. Quand je suis tombé malade, j'avais l'âge de 12 ans, je suis tombé malade et mon père était en voyage, donc j'étais avec ma mère à l'hôpital. Et on avait diagnostiqué un paludisme et pour cela, on m'avait prescrit une perfusion. Et à l'époque, c'était la perfusion à la quinine. Et quand l'infirmière a placé la perfusion, quelques temps après, j'ai commencé à avoir des symptômes un peu bizarre, que je qualifie comme ça en tenant compte de mon regard à l'époque. Et ma mère, voyant que ma respiration changeait, mon attitude changeait et tout ça, elle appelait l'infirmière pour lui montrer, mais regarde un peu ce qui se passe avec mon enfant, et ainsi de suite. Et bien l'infirmière a commencé à gronder sur ma mère en disant, mais pourquoi c'est toi qui as changé les débits-gouttes de la perfusion, et c'est comme ça que l'enfant a commencé à gronder sur ma mère, et ma mère a commencé à pleurer. Et j'ai regardé la douleur qu'elle avait en voyant qu'elle était malade, mais aussi les paroles de cette infirmière qui réagissait comme ça. Et quelques temps après, il y avait quelqu'un d'autre qui était autour, qui est venu. Il n'a même pas posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il a d'abord regardé vers la perfusion. Il a vu que les débits-gouttes étaient élevés. Il a coupé, il a enlevé. Et puis il a dit à ma mère, calme-toi, il n'y a pas de problème. On va gérer cela, on va le prendre en charge, tout ira mieux. Ne vous inquiétez pas maman et soyez calme. Et a appelé l'infirmière au bureau. Et puis, alors j'ai vu qu'il y avait des attitudes différentes entre ces deux personnes. Et puis, j'ai compris que celui qui était venu arrêter la perfusion, c'était le médecin. Donc, il est venu, j'ai aimé son attitude pour d'abord sauver ma vie et puis ne pas tenir compte et puis calmer aussi ma mère. Et j'ai ouvert mes yeux et j'ai dit à ma mère, un jour, je serai aussi médecin. Alors à présent, maintenant, tu es étudiant en thèse dans le domaine de la One Health, ici à l'Université de Zurich. Peut-être en deux mots, explique-nous un petit peu quel est le sujet de thèse que tu as ici. Oui, je suis en train de finaliser ma thèse en épidémiologie et biostatistique. Ma thématique de recherche, c'est la contribution de l'approche One Health dans la prévention des maladies émergentes et réémergentes en République démocratique du Congo et en Guinée. Et donc là, j'essaie de regarder comment l'approche Une Santé ou One Health, qui appelle à la collaboration multidisciplinaire et multisectorielle et qui implique plusieurs secteurs, notamment les secteurs de la santé humaine, de la santé animale et de la santé des écosystèmes, et même les communautés, à pouvoir travailler ensemble, à renforcer leur collaboration pour pouvoir prévenir, répondre aux menaces sanitaires qui surviennent à l'interface homme-animal et environnement. Oui, c'est une approche qui va bien au-delà des épidémies et des pandémies. Ça regarde aussi les changements climatiques, ça regarde aussi la perte de la biodiversité et beaucoup d'autres sujets, la sécurité alimentaire par exemple. Mais pour mon cadre spécifique, je m'intéresse à la prévention des maladies émergentes et la République démocratique du Congo et la Guinée présentent un peu un contexte presque similaire, ayant tous deux, en tant que pays,
fait face aux épidémies d'Ebola, avec l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest et la République démocratique du Congo qui fait aujourd'hui face à sa 16e épidémie. Donc c'est un peu plus de façon répétitive en RDC par exemple. Et la question que moi je me pose, c'est de savoir, mais devons-nous toujours attendre qu'il y ait une épidémie qu'on reponte, mais ne pouvons-nous pas réfléchir sur comment est-ce qu'on peut mobiliser tous ces secteurs-là, les communautés, les politiques, la gouvernance, pour pouvoir détecter ou anticiper, prévenir, et quelles sont les mesures, quelles sont les stratégies qu'il faut pour pouvoir renforcer cette prévention. Une approche préventive. D'accord. Bon, être étudiant avec une formation médicale ici en PhD à Zurich, je pense que ta vie est très différente de celle que tu avais à Kinshasa. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que ta vie ici à Zurich. Oui, en fait, pas tellement différent dans le sens où quand j'ai eu déjà à partir du moment où j'ai terminé mes études de master, quand je suis revenu travailler dans la réponse contre Covid-19 sur terrain, au bureau, ainsi de suite. Donc en venant ici à Zurich, je suis certes dans un environnement différent à cause de la culture, de la langue. À Kinshasa, il y a des éléments très importants, c'est les soutiens de la famille, des amis, des proches. On a cette chaleur sociale qui nous entoure et qui nous encourage beaucoup dans tout ce que nous faisons. Maintenant, quand tu te retrouves comme ici à Zurich, où peut-être tu n'as pas le temps de te faire des amis, et puis après tu dois te concentrer, il y a trop de choses à faire, il y a trop de deadlines, tu dois entrer dans le rythme déjà dès le départ, et la langue aussi est différente. Ici c'est l'allemand dans la vie sociale, et puis en milieu académique, au moins il y a l'anglais. J'essaie de m'adapter beaucoup plus en anglais, à travailler, à faire ce que j'ai fait en anglais, et j'ai eu la chance aussi de rencontrer des bonnes personnes avec lesquelles on a tissé de bonnes relations, et surtout dans mon environnement du travail, parce qu'on a trouvé l'occasion de... L'élément principal ici, c'est la solitude. Donc tu es loin de la famille, loin de tous ces gens-là, mais on a eu la chance d'avoir des collègues qui viennent aussi d'ailleurs, et puis après il y a une communauté d'étrangers, donc on a l'occasion de se voir, l'occasion de faire des petits déplacements ensemble, et ça permet un peu de pouvoir gérer. Mais il faut signaler que cette solitude est très, très, très importante. Elle est présente. Elle est très présente. Et j'ai eu aussi l'occasion de rentrer régulièrement à Kinshasa, me réchauffer et recevoir la chaleur familiale, sociale, et puis voir ma famille et puis rentrer. Et ça a été aussi très, Parce très qu'à Kinshasa, dis-nous, tu as ta femme et tu as tes enfants à Kinshasa. Oui, juste, j'ai mon épouse et mes 2 enfants à Kinshasa. D'accord. Ouais. Un autre aspect maintenant peut-être pour poursuivre un petit peu la discussion. Toi tu as fait donc ce chemin en Afrique de médecin, One Health, maintenant tu viens avec un PhD. Comment est-ce que tu vois la suite de ta carrière, tes contributions peut-être pour premièrement tes ambitions personnelles à toi, et puis comment est-ce que tes contributions peuvent s'inscrire dans le futur de la RDC, voire de l'Afrique? Oui, je suis en train de terminer. Ce sont des questions que je me pose. Et l'avantage, c'est qu'après avoir travaillé avant de venir en thèse, on a quand même une idée claire des attentes au niveau de la société et aussi des réponses possibles. Alors, sans même attendre que je puisse finir,
j'accompagne la Commission nationale One Health de la RDC dans ses activités en donnant quelque peu une certaine contribution technique dans les travaux, dans les activités qui sont en train d'être réalisées, parfois sur place ou à distance. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire, à prendre les connaissances apprises et de les mettre à contribution du pays, notamment au niveau... dans les cas de ma thèse, je travaille avec les niveaux nationaux, avec les provinces. Je suis allé à Lubumbashi, à Mbujima, et l'équipe est allée aussi dans d'autres provinces. Donc, je vais continuer à appuyer la stratégie de prévention à tous les niveaux, en fonction de mes connaissances, bien sûr, sans prétendre tout connaître. Et ça, c'est au niveau du pays. Mais déjà, aussi avant de venir en thèse, j'ai travaillé sur un poste où j'avais la chance de travailler avec d'autres pays africains, et j'accompagnais d'autres pays africains. Et aujourd'hui, par exemple, je travaille aussi techniquement en termes de la mise en œuvre de One Health. J'accompagne aussi d'autres pays africains. Hier, j'ai eu à travailler avec Madagascar. Et puis, donc, je vais continuer à étendre aussi mes collaborations avec d'autres pays africains. Mais je pense qu'aujourd'hui, aussi, après cette formation, je ne me vois pas tellement aussi à 100% focus sur l'Afrique. J'aimerais contribuer au débat global sur ces questions de prévention des épidémies qui sont des questions... Nous savons que Covid-19 a frappé tout le monde, pas seulement les continents africains. Et l'idée, c'est que cette conceptualisation de la prévention des épidémies que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui dans le cadre de ces travaux puisse contribuer, tant soit peu, à la discussion globale sur la prévention des épidémies, et c'est de cette façon que j'essaie un peu de voir l'avenir, mais aussi l'enseignement. Donc l'enseignement, je vais me remettre à la disposition de l'école de santé publique, ma maison, et l'université de Kinshasa, pour continuer à apporter tant soit peu notre petite contribution à la formation et au partage avec les autres, donc à tous les niveaux. Donc j'essaie un peu de voir comment je peux être utile au niveau du pays, au niveau du continent, mais aussi à contribuer à la discussion des questions de santé, de prévention, des maladies émergentes et réémergentes au niveau global. Il y a d'autres choses qui me sont venues à l'esprit quand tu viens de parler de cela. Il y a justement cette idée de contribution, et on l'a vu en effet dans le contexte de ces épidémies, d'une expertise qui vient de l'Afrique pour le reste du monde. Notamment, Ebola, c'est un de ces exemples. Peut-être un détail qui m'intéresserait venant de toi, c'est une contribution congolaise pour le continent. Qu'est-ce que vous avez l'impression que le Congo, ce que la RDC a pu faire, ou les connaissances qui sortent de la RDC, sont utiles aussi pour d'autres pays, soit avoisinants ou sur le continent? Oui. Il y a beaucoup de connaissances. Donc, le fait de faire face à plusieurs épidémies n'est pas seulement une fatalité, mais cela produit de la connaissance, cela produit de l'expérience. Et il y a beaucoup d'autres, peut-être bien plus en dehors de moi, qui contribuent à la discussion globale. Je peux faire allusion au professeur Mouyembe, Placide Mbala et bien d'autres qui contribuent à la discussion globale, notamment sur Mpox, sur Ebola et sur d'autres maladies. Donc, nous, il y a eu au niveau du pays ces pools de personnes hautement qualifiées qui contribuent à la discussion globale. Et pour revenir un tout petit peu à ce qui me concerne, c'est que depuis 2 ans maintenant, j'ai eu à enseigner ici à Zurich, dans le cadre de modules de formation ici avec les étudiants. J'ai partagé cette expérience de notre vécu en RDC avec ces différentes épidémies, comment la population développe la résilience et comment est-ce que les différents défis peuvent permettre d'apprendre les uns des autres. Mais aussi, j'ai contribué au cours de santé planétaire dans le cadre de Swiss Schools of Public Health, où avec mon superviseur, on enseigne également. Et cette expérience que j'apprends des autres qui sont au pays et que j'ai essayé aussi j'essaie petit à petit de construire, permet de pouvoir partager avec les autres dans cette discussion globale, et espérant que, faisant face maintenant que Covid-19 est passé, la question à se poser, c'est quand la prochaine épidémie et où arrivera-t-elle? Et si c'est demain, mais est-ce que
nous pouvons apprendre les uns des autres pour pouvoir éviter que nous puissions encore retomber dans une catastrophe. En Suisse, à 65 ans, on prend sa retraite, donc on s'envisage, là, tu te projettes dans 30 ans. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire? Ah, ça, j'ai réussi à faire. Alors, ça c'est une question intéressante. J'essaye d'avoir une approche, d'accepter chaque petite contribution. Donc, ce qui fait que déjà le fait de contribuer à la discussion globale, de contribuer à la discussion au niveau pays, mais je me dis, la plus grande contribution serait de constituer autour de moi un pool de chercheurs capables aussi d'avancer dans cette dynamique. Et j'ai eu la chance, peut-être, de pouvoir avoir des personnes qui m'ont soutenu. Il y a certes des obstacles, mais moi, je peux le dire, j'ai eu la chance d'avoir des bonnes personnes autour de moi qui m'ont soutenu, qui ont cru à moi jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais aussi porter d'autres personnes autour de moi à pouvoir construire une équipe solide, des personnes capables de pouvoir continuer à travailler sur les défis auxquels nous faisons face. Et je me dirais que j'ai réussi au moment où j'aurais suffisamment contribué à cette dynamique autour de moi. Mais aussi, ça c'est sur les plans complètement en dehors de la recherche, je me dis qu'il y a un défi important de contribuer au changement de mentalité autour de soi pour que tout le monde arrive à penser que les défis ne constituent pas une fatalité, mais une possibilité de pouvoir réfléchir différemment, de pouvoir innover et de ne pas toujours dire, bon, nous en Afrique on manque ça, nous au Congo on manque ça, mais de dire, mais qu'est-ce que nous pouvons faire malgré ce que nous manquons? À nouveau, bravo. Donc moi, je te donne rendez-vous sur cette terrasse en 2055. Oui. Dans 30 ans. Dieu prête en vie, je pense Dieu que... prête en vie, comme tu dis. mais on peut prendre... mais peut-être on serait dans mon village au Congo. D'accord. Et je serais heureux de te présenter d'accord. Ce que tu iras faire en 2055. Un grand merci, Marc. J'ai vraiment apprécié de pouvoir échanger à propos de toutes ces questions fascinantes avec toi. Mes vœux pour ton futur, mes vœux aussi pour ta soutenance de thèse qui va se faire d'ici quelques mois. Merci. Oui, c'est bien cela. Oui. Invite-moi peut-être, on va voir si j'arrive à trouver du temps. Je te laisserai Très bien. Les messages, oui. Et puis, à vous qui nous écoutez, à vous toutes, à vous tous, je vous remercie sincèrement de nous accompagner là, pour ces quelques interviews podcasts qu'on a eues en 2025. On va se retrouver en 2026 avec des prochaines rencontres. La première sera très probablement à Dakar au Sénégal. À bientôt.